Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où Anaïs n'aime aucun des films que je lui montre. Je suis désolée. Si, j'ai adoré Braveheart. Ah bah, j'aime pas ce film, donc c'est super. Ouais, en fait, c'est le podcast où Anaïs n'aime aucun des films que tu aimes. Voilà. Salut, moi c'est Anaïs et Glou. Et moi c'est Marie et calme-toi Victor. Cette semaine, on est revenu sur un classique français des années 90, un film qui a eu énormément d'influence sur plusieurs œuvres qui ont suivi, un ovni cinématographique qui laisse parfois perplexe, en tout cas qui t'a laissé perplexe. Il est un peu bizarre ce film. Ouais. C'est censé être drôle. Non mais ça l'est, c'est pour ça qu'on regarde ce film. Nous avons donc vu Nikita, un film de Luc Besson sorti en 1990 qui au moment... Comme moi. Ah oui, aussi, je suis sortie en 1990. Sorti en 1990, waouh. Ce film a donc 34 ans. T'es obligée de révéler mon âge comme ça. Énorme succès au moment de sa sortie, 3 millions d'entrées, il sort quelques... Quel est con. 3 millions d'entrées aussi. 3 millions d'entrées aussi. C'est vraiment très bête. Ça sort quelques années après Le Grand Bleu, qui avait fait 9 millions d'entrées, qui avait été descendu par la critique. Ah ouais. Mais qui avait été un énorme succès populaire, évidemment, et qui a vraiment fait connaître Luc Besson, qui avait déjà fait 2 autres films avant, dont Subway, qui était assez connu aussi, avec Isabelle Adjani et Christophe Lambert. Mais c'est vrai qu'avec Le Grand Bleu, en plus, il a développé une petite dent contre les critiques et du coup, il n'a montré Nikita à aucun journaliste avant. Il a fait aucune projection presse avant la sortie du film. Et le film a été assez adoré par le public à l'époque de sa sortie. Et par la critique ? Par les critiques, c'était plus mitigé. Mais il y en a qui ont beaucoup aimé et il y en a qui ont trouvé ça un peu chiant et très violent, certains ont dit. Ah oui. Alors que, bon, je pense que c'est aussi notre époque au niveau de la violence, quoi. Avant d'aller plus loin, on voulait vraiment parler du fait que Luc Besson a été visé par une plainte pour viol d'une actrice qui s'appelle Sand Von Roy. L'affaire a été classée, elle a relancé l'affaire à nouveau, donc c'est toujours en cours. Et il a été aussi l'objet d'une enquête de Mediapart. Dans laquelle il y avait au moins 9 femmes, il me semble, qui parlaient de comportements sexuels inappropriés et notamment d'agressions sexuelles. Il a aussi été condamné pour harcèlement moral dans le cadre du travail. Bon, bien sûr, c'est malheureusement souvent le cas quand on revisite des vieux films, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui ont été accusés ou visés par des plaintes ou des accusations ces dernières années. Et forcément, ça influence aussi notre perception du film et d'un film comme Nikita, par exemple. En ce qui me concerne, j'ai pu beaucoup aimer dans mon enfance, mais sur lequel je peux avoir une vision un petit peu différente aujourd'hui au vu de tout ça. Donc, c'est quelque chose à garder en tête en écoutant cet épisode. Ouais, je pense que c'est propre à chacun, mais pour moi, c'est clair qu'à chaque fois qu'il y a des révélations sur un ou une cinéaste, je n'arrive plus à détacher ça de l'œuvre que je suis en train de regarder. Donc, il y a peut-être des gens qui arrivent, mais moi, c'est impossible. Ah non, mais moi, je peux plus revoir, par exemple, les films de Woody Allen, alors que j'étais une énorme fan. Mais je pense aussi que c'est parce que j'étais une énorme fan que je me suis sentie très trahie. Maintenant, c'est impossible, quoi. Ouais, pareil. Nikita, c'est donc un film d'espionnage. Un film d'espionnage, mais pas un film d'espionnage comme les autres. Il a une particularité. Le truc, c'est que généralement, les trucs d'espionnage donnent envie d'être espion, tu vois. Et là, pas trop. Globalement, ce qu'elle fait, c'est servir des cocktails et attendre qu'on lui dise de faire des trucs et chercher les documents. Et pleurer. Elle pleure beaucoup. C'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit, il faut se rendre à l'évidence. Elle était peut-être pas faite pour ce métier. Parce que malgré les années d'entraînement, à chaque mission, elle se met à pleurer de façon, mais vraiment, j'ai pas envie d'utiliser ce mot, mais un peu hystérique. Ah oui. Elle parle tout le temps comme ça, en fait. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce qu'ils ont vraiment bien profilé? Je ne suis pas sûre. Ah ouais, non, je suis pas sûre non plus. Mais je crois que c'est un peu la leçon de ce film aussi, hein. C'est-à-dire qu'à la fin, elle est là, moi j'en ai marre d'être espionne. C'est vrai. En tout cas, ils l'ont choisi. Elle a vraiment beaucoup de sang-froid. Donc, dans toutes ses missions, elle pète jamais un câble. Ouais, c'est ça. Même lui, hein. Enfin, franchement, c'est quoi ces espions à 2 balles, quoi. Ils sont en train de paniquer en permanence.
Le mot d'ordre, c'est vraiment la panique. Ouais, clairement. En général. Et l'absence de professionnalisme. C'est ça. T'en as pensé quoi du film ? C'est pas trop mal. Je pense que de tous les films de Luc Besson que j'ai vus, à mon avis, c'est le meilleur. Ce qui n'est pas non plus dire beaucoup, vu l'estime que j'ai. Et vu ceux que t'as vus aussi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai bien cru comprendre que Léon, c'était vraiment le meilleur de tous, et c'est celui qui reste sur ma liste dans ceux qui sont très bien considérés. C'est aussi le plus dérangeant avec le recul, quand même. Ah oui. Il y a une petite ambiguïté, quand même. Bon, du coup, je crois qu'il faut moi aussi que je me rende à l'évidence et que j'accepte que Luc Besson et moi, ça va peut-être pas fonctionner. Je pense que c'est pas forcément une tragédie. Non, c'est du personnage aujourd'hui. C'est ça, je m'en remettrai, mais je suis très partagée. Je vois très clairement que c'est un prototype pour plein d'autres œuvres que j'ai ensuite adorées, et on en avait parlé dans l'épisode des prédictions. C'est vrai que j'y ai retrouvé Alias, Anna et plein d'œuvres de fiction avec des héroïnes un peu badass et un peu inaptes aussi en société. Et donc ça, c'est des aspects que j'aime bien. C'est un film qui visuellement est très réussi. Je pense qu'on peut vraiment pas enlever ça à Luc Besson. C'est très stylisé et très beau. Et en même temps, ce que ça dit du personnage féminin me plaît pas fondamentalement. Donc j'ai pas été fan du film. C'est vrai que quand on l'a vu toutes les deux, t'étais encore très déçue parce que tu voyais que j'étais pas hyper réceptive. Alors qu'en plus, je pense que t'as un lien affectif assez fort avec ce film parce que tu l'as vu à l'enfance aussi plein de fois. Donc on n'était pas hyper raccord pendant le visionnage. Après, ce qui est marrant, c'est que clairement, je vois les défauts du film. Pour moi, on va en parler, mais le film a des gros défauts, et je suis totalement d'accord avec toi sur le point de vue qu'il porte sur son héroïne, sur des gros problèmes de rythme aussi, des moments un peu où tu te demandes pourquoi ces choix ont été faits. Mais c'est un film que j'ai vu plein de fois avec ma mère en grandissant, et en fait, j'avais énormément d'affection, et aussi, elle me divertit énormément, Nikita, dedans. En fait, j'adore ce genre de personnage féminin qui pète des câbles, qui hurle sur tout le monde. Enfin, je la trouve vraiment très, très divertissante et réjouissante, en fait, dans son côté... Elle est assez subversive, en fait, surtout dans la première moitié, quand elle n'est pas encore domptée par la formation d'espionne qu'elle va avoir. Et il y a quand même des petits moments dans la deuxième moitié, quand elle fait les gondoles ou des choses comme ça, où tu sens encore cette énergie-là. Ouais. Et ça, j'ai toujours adoré, et ça m'a toujours beaucoup fait rire. Et même dans les moments plus tendres, qui, toi, t'ont un peu fait lever les yeux au ciel, moi, c'est des moments qui me touchent quand même aussi. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage, même si je suis d'accord que ce que Luc Besson en fait, surtout sur la deuxième moitié, me convainc pas du tout. Mais j'ai énormément d'affection pour elle quand même. Donc, il y a forcément un rapport différent aussi. Enfin, je suis très amusée, moi, toujours par ce film, quoi. Peux-tu résumer ce film en 30 secondes ? C'est l'histoire de Nikita, qui est une toxicomane très, 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 très jolie, de 19 ans, qui tue un policier après avoir braqué une pharmacie avec tous ses camarades, qui sont tous tués. Et elle est condamnée à une longue peine de prison, si j'ai bien compris. Et en fait, le gouvernement simule sa mort et décide de la recruter comme future espionne au service du gouvernement. Et donc, elle est entraînée à dessiner sur Paint. Et ensuite, elle sort du centre d'entraînement au bout d'un certain temps. Elle va faire les courses. Elle croise le premier homme qu'elle a croisé de toute sa vie. Et elle tombe amoureuse de lui. Et elle a des missions. Et en même temps, elle est en couple avec ce mec. Et ça devient de moins en moins intéressant. C'est un assez beau résumé. Bravo. Ces missions se passent pas très bien. Non, ces missions se passent toujours mal. Et clairement, le film... ne montre pas du tout son métier comme fascinant ou badass. Au contraire, on voit qu'elle est totalement prisonnière de ça, qu'elle voulait pas dès le départ et que ça lui correspond pas du tout et qu'elle est utilisée par tous les hommes autour d'elle et que c'est pas une position hyper enviable en fait d'être espionne. Moi j'aime bien ce parti pris, je trouve ça intéressant. Moi je trouve ça intéressant, mais je pense que j'aurais préféré si c'était mieux fait ou si on avait plus accès à son intériorité à elle en fait. Donc Nikita, tu l'as dit, c'est l'histoire de cette jeune toxicomane, quand on la rencontre, qui est jouée par Anne Parillaud, dont tu n'avais visiblement jamais entendu parler avant de voir le film. En fait, son nom me disait quelque chose, mais pas du tout sa tête quand je l'ai vu sur la jaquette que tu m'as montrée. Et en fait, ça m'est revenu plus tard où déjà j'ai capté que c'était une des compagnes de Luc Besson. Ouais, il a eu un enfant avec elle. Ouais, et donc c'est pour ça que comme il y a pas mal d'affaires qui sont sorties sur Luc Besson ces dernières années, j'ai vu son nom repris dans la presse plein de fois. Et elle a aussi
aussi sorti un bouquin, en fait, qui raconte son expérience d'inceste quand elle était jeune. Ouais. Et donc, je l'avais vu dans les médias, mais jamais au cinéma. Elle a été en couple pendant plusieurs années dans les années 80, avant d'être avec Luc Besson. Elle a été en couple avec Alain Delon. Et elle était très connue du grand public pour ça et pour ses plusieurs rôles qu'elle avait eus dans les années 80, dans des films qui avaient fait des bides en général. Donc, elle n'avait pas une super réputation. Elle n'avait pas une super image auprès du grand public ou de la critique. Et c'est vraiment Nikita qui lui a donné son moment de gloire. Elle a été primée d'un César de la meilleure actrice. Pour moi, c'est mérité parce que je la trouve vraiment excellente dans le film. Et c'est elle qui porte le film très clairement, quoi. Elle est très, très charismatique. Et d'ailleurs, c'est marrant, je regardais des archives de l'INA sur la sortie du film et tout ça. Et en fait, les gens à qui ils demandent à la fin, tout le monde est dithyrambique en sortant de la salle de ciné. Et il y en a vraiment plusieurs qui disent « J'aimais pas du tout Anne Parillaud. » Et là, vraiment, je l'ai trouvé super, quoi. Donc, on sent que c'était un truc un peu général sur son image. Ah ouais. Et dans son discours au César, elle avait remercié longuement, évidemment, c'était son compagnon de l'époque en plus, mais Luc Besson lui avoir offert ce rôle parce qu'il l'a écrit pour elle, quoi. Ah, c'est vrai que c'est un beau rôle et qu'elle l'incarne vraiment très très bien. Comment tu la décrirais, Nikita ? C'est une femme enfant dont on sait vraiment peu de choses au final. On n'a vraiment pas du tout accès à son intériorité, on ne sait pas vraiment ce qui l'anime, mais c'est quelqu'un qui se comporte vraiment comme un enfant, mais en même temps en étant sexualisé. Un vrai fantasme pour certains hommes, j'imagine. Elle crie beaucoup, elle saute à pieds joints sur le lit et sur les meubles, elle en fout pas une, enfin elle se comporte comme une ado avec son copain, quand elle va faire les courses, il revient et elle est encore sous la couette. Honnêtement, je sais pas après quoi dire ça, de être plus. sous la couette. Oui, mais en fait, chaque moment du film, on n'a jamais l'impression de l'avoir vraiment se comporter comme un être humain adulte qui saurait réfléchir. On la voit jamais réfléchir en fait. Elle est très émotionnelle et elle est tout le temps sous la tutelle en fait de tous les autres personnages. Donc le film la laisse pas beaucoup respirer par elle-même et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup frustrée. Et même si on comprend évidemment qu'elle est assez blessée par tout ce qui lui arrive, par le fait qu'elle est manipulée par son mentor, par le fait qu'elle ne peut pas vivre entièrement son histoire avec son compagnon parce qu'elle est espionne et qu'elle peut pas lui dire. On a des petits moments où on voit ça. Mais le film la regarde, je trouve, beaucoup plus que nous permet d'être dans sa peau à elle. Oui, c'est vrai. Et donc, ouais, honnêtement, je sais pas grand-chose, à part que, clairement, Jeanne Parillaud est fascinante. Et donc, je comprends aussi... Enfin, je pense que le succès du film tient aussi à ça. Bon, le film est très beau visuellement, mais elle est magnifique, elle est magnétique, elle joue très bien. Et donc, c'est un personnage, honnêtement, qui est assez fin, mais elle en fait quand même quelque chose d'assez intéressant. Fin dans le sens ténu, quoi. Ouais. Je suis totalement d'accord, tu le dis très bien. Bravo. Merci Marie. Je l'ai dit tout à l'heure, en gros, Luc Besson a écrit le scénario pour Anne Parillaud. C'était à la fin du Grand Bleu qu'il a pensé à ce personnage. Et c'était en écoutant visiblement une chanson de Elton John qui s'appelle Nikita. Okay. Qui n'a rien à voir avec la trame de Nikita. D'ailleurs, Nikita, je crois que normalement, c'est un prénom de garçon en Russie. Ce qui est peut-être pas innocent, vu que c'est un peu un garçon manqué aussi au début. Elle a une dégaine un peu de garçon manqué, entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit conflit quand même autour de l'écriture du scénario, c'est-à-dire que Luc Besson dit avoir conçu tout le scénario tout seul. En fait, il y a une collaboratrice de l'époque de Luc Besson qui est devenue productrice et qui était peut-être productrice à l'époque déjà, qui est productrice de cinéma et qui avait collaboré avec lui sur un autre de ses films, qui s'appelle Michel Alberstadt, qui raconte avoir participé à l'écriture du scénario, mais elle n'a pas été créditée au moment de la sortie du film, quoi, ou même toujours aujourd'hui. Donc il y a un conflit autour de l'écriture du scénario. Je crois que sur Taxi aussi, il y avait eu des histoires comme ça. Où, Pourtant, Taxi, c'est vraiment pas le meilleur scénario. Et Catherine Bigelow aussi voulait faire un projet sur Jeanne d'Arc. Ah oui, c'est vrai qu'il avec a fait... Luc Besson et qu'il a fini par faire tout seul. Et visiblement, il s'est brouillé avec Catherine Bigelow puisqu'il aurait repris son projet. Visiblement, c'est pas une première, quoi. Peut-être que c'était une première à l'époque, mais en tout cas, ce sera pas la dernière, visiblement. Donc, c'est assez connu maintenant qu'il y a un conflit autour de l'écriture du scénario. Je trouve ça intéressant parce que ça en dit assez long, si c'est vraiment le cas, sur le personnage. Et surtout sur le fait qu'il écrive un rôle féminin majeur et qu'il ne crédite pas une femme qui aurait participé à l'écriture de ce scénario. Mais du coup aussi, je me demande,
En fait, pour moi, il y a plein de trucs qui vont pas dans ce scénario par rapport à la vision du personnage féminin, mais il y a aussi des trucs qui me surprennent parce qu'ils vont bien. Je trouve que c'est un personnage qui est vraiment galvanisant dans plusieurs moments et ça ne m'étonne pas qu'elle ait inspiré d'autres personnages après qui, pour le coup, étaient beaucoup plus féministes dans leur ensemble, comme Sydney Bristow ou même, tu l'as dit pendant le visionnage, Lisbeth Salander. On ne sait pas si elle a vraiment inspiré, mais c'est la même filiation, quoi. Ouais, l'héroïne de la fille qui avait le dragon tatoué dans le dos. Non, Millennium, de la saga Millennium. Ah oui, voilà. De Stieg Larsson. Ouais, mais en anglais, c'est Girl with the Dragon Tattoo. Oui, mais c'est L'homme qui n'aimait pas les femmes en français. Ah oui, c'est ça. Et ce n'est pas un biopic de Luc Besson. Non. Nikita, dans le film, c'est aussi une femme qui aime beaucoup crier. Et moi, c'est un peu les moments que je préfère. J'adore. C'est qu'elle est marrante. Ça, c'est drôle. T'as aimé cet aspect de son personnage ? Oui, en fait, ces moments-là sont très marrants parce que elle pousse le curseur très très loin. Je pense qu'on est toutes les deux fascinées par ça. On a même consacré un chapitre de notre livre aux femmes psychopathes et notre livre porté sur les anti-héroïnes de série. La violence chez les femmes, ça reste quelque chose d'extrêmement subversif puisque toutes les attentes qu'on place sur les femmes dès l'enfance, c'est qu'elles soient douces, maternantes, qu'elles prennent pas trop de place, qu'elles soient classe, qu'elles soient chic. Et donc là, voir une femme qui est vulgaire dans ses propos, qui hurle, qui prend toute la place nécessaire et qui paraît même dangereuse, violente, agressive, un peu folle. C'est très subversif et donc très jouissif. Honnêtement, le seul truc qui m'a dérangée au bout d'un moment, et notamment quand ils sont à Venise et qu'elle continue à le faire, à hurler en sautant sur les meubles et tout, c'est que j'ai l'impression que ça arrive sans qu'on sache pourquoi. Les gondoles, ouais. Et en fait, ça participe totalement à l'image de femme-enfant, enfin voilà, comme un enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, elle se met à sauter partout et à hurler. Là, ça m'a un petit peu agacée parce que je trouvais que c'était un petit peu gratuit et que ça montre plus ce personnage comme étant... irrationnel. Ouais, irrationnel et un peu bête, plutôt que dans les moments où elle s'énerve contre les flics parce qu'elle est en pleine scène d'action et qu'ils sont pas assez réactifs. Là, ouais, c'est hyper jouissif. Après, je vois ce que tu veux dire, mais je comprends totalement pour la scène à Venise, mais c'est un personnage où tu comprends que sa jeunesse a été quand même interrompue par pas mal de traumatismes, quoi. En plus, elle a été toxico avant ça et tout ça, donc c'est... Et tu comprends qu'elle est dans un grand moment de joie à ce moment-là et que du coup, c'est sa façon de s'exprimer aussi, d'exprimer ça. Elle est pas très polissée, quoi. C'est quelque chose que j'aime bien chez elle, mais je vois ce que tu veux dire. Mais moi, les moments que j'aime beaucoup aussi, c'est des moments de violence, justement, où il y a une scène déjà au tout début où elle est auditionnée par un flic parce qu'elle a été arrêtée suite à la fusillade et au fait qu'elle est tirée sur un policier. Et le flic qui l'interroge lui donne un crayon pour qu'elle écrive ses aveux. Et en fait, elle chope le crayon et elle lui empale la main avec. Et j'adore cette scène. Il y en a une autre qui me fait beaucoup, beaucoup rire, où en fait, son entraînement a commencé. Il y a un entraîneur qui est là pour lui apprendre un peu le karaté, enfin l'autodéfense. Et il lui dit, bon, au début, tu vas pas vraiment pouvoir, machin, mais alors, essaye de toucher mon visage. Et en fait, là, elle lui fout une grosse baffe parce qu'elle le surprend au niveau, il s'attend pas du tout à ça. Maintenant, je suis en garde et tu vas essayer de m'atteindre au visage. Et il tombe en arrière. Et c'est vraiment très, très marrant. J'adore ce film pour des moments comme ça. De toute façon, je l'avais senti dès que tu m'avais parlé du film avant qu'on le voie. Et je pense que du coup, j'avais bâti des attentes là-dessus. Et je trouve que ces moments-là, ils sont trop rares, tu vois. En fait, c'est très jouissif de voir des hommes qui la sous-estiment totalement. Notamment dans les deux exemples que tu as pris. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup de ces choses-là qu'elle fait sont du mimétisme qui lui vient des hommes qu'elle a côtoyés, puisque enculé, c'est le truc que crie le mec à répétition pendant la fusillade au début. Et le flic lui colle une baffe. Et donc, quand elle colle une baffe au mec après, beaucoup de ces moments-là, c'est des choses qui ont été faites auparavant par des mecs et on sent qu'elle a aussi un peu intégré ça d'une manière ou d'une autre et qu'elle le régurgite. Et je trouve que ça aussi, ça en dit long sur le personnage et le fait que même ces moments-là de bravoure et de fuck you un peu, ils lui appartiennent pas totalement ou ils lui ont été inspirés par des hommes.
Tu as même complimenté le film à ce moment-là, au moment de son entraînement, ou des moments où elle pétait un peu des câbles pendant son entraînement d'espionne. Franchement, c'est le film que Joker aurait aimé être. Dans cette scène très précise, elle bat son prof d'arts martiaux à plate couture, de manière pas très orthodoxe, puisqu'elle lui mord l'oreille et donc elle a la bouche pleine de sang après. Et elle se met à danser un petit peu, à faire des pas de danse un petit peu désuets avec la musique classique qu'on entend derrière et devant un rideau rouge, qui donc rappelle tout de suite, évidemment, l'univers du spectacle. Et il se trouve que Joker de Todd Phillips et Joker 2, c'est des films qui se complaisent totalement dans le côté fou du Joker et notamment sa fascination pour les comédies musicales, où il se met à danser souvent après ou pendant des actes de violence. Et donc, il y a un décalage qui est opéré entre la danse, la musique, qui sont censés être des moments plutôt joyeux et innocents, et la violence qu'il est capable de commettre. Et là, c'est exactement ça. Sauf que là, c'est une jeune femme qui a la bouche ensanglantée, qui vient d'arracher quasiment l'oreille de son prof, et qui a l'air toute guillerette. Et donc, je trouve ça encore plus subversif. Et en plus, ce film a été fait 25 ans avant Joker, même plus 30 ans avant Joker. Donc, je trouvais ça très amusant. Et ouais, ça, c'est les moments, comme tu dis, qui sont les plus subversifs du film, surtout quand on sait l'époque à laquelle il est sorti. Et dans cette scène, elle essaie de faire justement des pas de danse classiques. Et ce qui est marrant aussi, c'est le contraste, parce qu'elle est tout le temps en espèce de boots, un peu punk. Elle est un peu gauche, en fait. Ouais, elle est gauche et elle est parfois un peu butch aussi dans son attitude, en tout cas. Et il y a une grosse évolution dans cette partie du film qui fait un peu lever les yeux au ciel aujourd'hui. C'est un tout petit peu. C'est qu'elle va apprendre à être féminine auprès de nul autre que de Jeanne Moreau, qui va lui apprendre à aimer son apparence de femme. Parce que ça fait partie visiblement de la formation d'espionne aussi. Tout à fait. La femme Jeanne Moreau, qui est sublime dans ce film. Ma chère enfant, pour le moment, vous ne ressemblez pas à grand-chose, chewing-gum. Mais si nos efforts sont répétés et mutuels, si le ciel nous est clément, nous finirons sûrement par vous donner forme humaine. Étape intermédiaire et néanmoins nécessaire avant de devenir l'essentiel de l'homme, une femme. Oui, carrément. Voilà. C'est littéralement... C'est la scène du souris. Ouais, c'est ça. Je commençais à m'inquiéter, je me disais c'est bizarre, c'est pas problématique du tout. Ça y est, c'est bon. Il y a deux choses qui sont sans limite. La féminité et les moyens d'en abuser. Alors moi, je peux te dire que ma féminité a clairement des limites. Je m'y confronte souvent. Limite de ma féminité. Tu penses quoi de cette trajectoire ? Oui, on a toutes les deux levé les yeux au ciel parce que c'est assez agaçant. Ça lisse complètement le personnage parce que ce qui la rendait très jouissive au début, c'est justement ce côté sans limite et totalement en dehors des codes de la féminité, même si ça reste une actrice absolument sublime. C'est-à-dire que ça marche aussi parce que c'est une femme qui correspond à tous les critères de beauté, oui, bien sûr. Qui est fine, avec de grands yeux bleus de poupée. Mais là, oui, toutes ces scènes avec Jeanne Moreau, en plus, on entend la musique de parfum un peu datée, horrible. Elle lui dit que sourire, c'est hyper important et que ça la rendra pas plus intelligente, mais au moins ça la rendra plus agréable à regarder pour ceux qu'elle a en face. Un des premiers trucs qu'elle lui dit, c'est « Pouvez-vous me donner une définition de la grâce ?» Enfin, c'est vraiment... d'ailleurs, quand tu avais écrit sur Hélène Bénès dans Seinfeld, tu avais parlé de ça et du fait qu'elle était totalement dénuée de grâce et que c'était ça qui la rendait si jouissive. Et là, ils apprennent au personnage de Nikita à être gracieuse et à être domestiquée. C'est totalement ça. Et je pense que là aussi, c'est un énorme fantasme masculin. C'est-à-dire que elle est vraiment montrée comme une espèce de créature sauvage. Ouais, une petite sauvageonne, quoi. Mais qui a le potentiel, au fond d'elle, de devenir une bombasse. Et qu'ils vont réussir à développer ce potentiel, à la domestiquer et à la dompter. Et c'est extrêmement dérangeant parce que c'est vrai qu'elle est plus marrante quand elle est totalement hors de contrôle. Et ça fait penser au personnage de Killing Eve qui joue un petit peu sur ces mêmes ressorts, mais qui, elle, en fait, est totalement consciente du fait qu'elle utilise sa féminité et l'image de petit enfant que certains hommes lui attribuent. Alors que là, Nikita, on n'a pas l'impression que c'est une décision consciente de sa part. Non, elle subit en général, de toute façon, elle subit dans tout le film, quoi. Donc, elle est très passive en réalité dans ce film. Donc, même ces évolutions-là, elle suit un peu le mouvement, quoi. Ouais,
c'est ça. Alors que pareil avec Sydney Bristow, je pense que en même temps, ces œuvres-là doivent énormément, à mon avis, à Nikita. Mais elles ont rajouté le petit twist féministe qui les rend plus agréables à regarder aussi, parce que Sydney Bristow, c'est pareil, elle joue en permanence de sa féminité pour avoir les hommes contre lesquels elle se bat ou qui représentent un danger pour elle, et de manière très consciente et avec un certain détachement, où elle nous montre aussi que c'est pas du tout la réalité et que c'est pas comme ça qu'elle conçoit sa propre féminité. Tout à l'heure, quand on disait l'entraînement d'une espionne, le fait qu'il y ait un cours de féminité, en vrai, ça fait sens. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'utiliser ses charmes dans tous les films d'espionnage et dans les histoires d'espionnage en général, c'est quelque chose qui est parfois attendu de certaines femmes espionnes ou des choses comme ça, ou en tout cas c'est une arme à leur disposition. Et c'est l'arme de James Bond aussi qui séduit dans tous ses films. Oui, voilà, mais je veux dire, dans The Americans par exemple, c'est quelque chose qui est très présent. Les deux d'ailleurs, l'homme et la femme, sont éduqués à avoir des rapports sexuels avec plein de partenaires différents et tout ça pendant leur entraînement en Russie. Et là, le fait qu'il y a cet aspect-là, c'est totalement logique. Le problème, c'est que c'est sûr qu'on n'a pas l'impression qu'elle s'en empare de façon très consciente, quoi. Enfin, on a l'impression que elle évolue juste pour être plus jolie et plus polissée, mais qu'elle va pas user de ses charmes. Enfin, ce que tu dis, c'est très vrai. C'est-à-dire, ça résume tout. C'est un personnage qui est très immature, quoi. Et qui a un comportement, au final, de petite fille. Donc, qui... Même après, quand elle est en mission, on n'a jamais l'impression qu'elle est dans la maîtrise, ou qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait, ou qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait. Et on n'a jamais l'impression qu'elle va vraiment utiliser ce qu'on lui a appris, ou utiliser les armes à sa disposition, dont son charme, pour faire avancer les choses. Au contraire, elle subit tout le temps. Ouais, et d'ailleurs, même le scénario la dépossède totalement des outils qu'elle va acquérir dans la première partie, puisque la deuxième partie, au lieu de la voir être en mission, ce qui est vraiment ce à quoi je m'attendais, et là, ce que vous pourriez peut-être imaginer qu'on est en train d'en parler, en fait, non, la deuxième partie du film est beaucoup plus focalisée sur sa vie intime et romantique avec ce mec, et il y a des missions qui entrecoupent ça de temps en temps, mais en fait, c'est dès qu'elle sort, elle rencontre ce mec, et le film prend une trajectoire beaucoup plus domestique aussi. Oui, on la voit après pas ça, je trouve pas ça délirant dans le sens où c'est un choix, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été manipulé, qui a été placé là contre son gré, et qui a qu'une envie, c'est d'avoir la vingtaine, d'être amoureuse, d'avoir une vie normale, et elle a pas forcément envie de flinguer des gens et de risquer sa vie, quoi. Ce qui est totalement compréhensible. En vrai, on a l'habitude aussi des films d'espions où justement le cliché, c'est qu'ils sont là-dedans un peu par conviction et qu'ils aiment même ce qu'ils font, et qu'il y a un côté très addictif quand tu le vois. Quand tu vois, elle, sa réalité, c'est pas déconnant non plus qu'elle ressente ça, quoi. Ouais, mais du coup, c'est en contradiction avec ce qu'on attend du film avant de le voir et la manière dont moi, j'en avais entendu parler avant. C'est une femme espionne, etc. Mais au final, on la voit assez peu être espionne. On la voit beaucoup plus être en rapport avec des hommes. Ce parti pris du film me dérange pas. Pour moi, c'est la façon dont il fait dans ce parti pris. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est-à-dire que le fait qu'il se concentre pas sur ses missions, même en vrai, il y en a quelques-unes quand même dans la deuxième partie et tout ça. Mais le fait que ce soit pas central et qu'il se concentre plus sur justement son rapport à sa vie privée et comment elle essaie de gérer ça et tout ça, c'est sûr qu'à mon avis, ce serait un espion masculin, ce serait pas du tout la même histoire. Mais de toute façon, ce serait pas intéressant de la même façon aussi pour plein d'autres aspects dans la première partie. Donc, c'est pas ça qui me dérange. Moi, c'est plus la façon dont il fait au final et le point de vue qu'il adopte quand il parle de ça, quoi. Ce qui est marrant, c'est que du coup, quand Jeanne Moreau, elle lui apprend à être belle et féminine, Nikita, depuis le début, elle a une coiffure en pétard. On a l'impression Anaïs ne faisait que répéter pendant ce visionnage, il faut qu'elle se douche, il faut qu'elle se douche. Et vraiment, ses cheveux, t'as l'impression qu'ils n'ont pas connu un shampoing depuis à peu près une dizaine d'années. Bah, c'est coiffé à la dynamite, quoi. Voilà, c'est ça. Et vraiment, ils ont une matière bien à eux. Jeanne Moreau lui met une perruque. Donc, tu te dis que la perruque, ça va la rendre plus attrayante, ou en tout cas, la rendre plus proprette, quoi. Mais en fait, la perruque, c'est littéralement la même coupe de cheveux, mais en perruque. C'est-à-dire qu'elle a les cheveux noirs, courts et bourriffés, et on lui donne une perruque de cheveux noirs, courts et bourriffés. Et t'as dit un truc qui m'a fait beaucoup rire pendant le visionnage. Désolée, mais là... c'est vraiment les... c'est comme dans Drag Race quand ils font un reveal, et en fait, c'est exactement la même coupe de cheveux en dessous. Ça sert vraiment à rien. Il y avait une drag queen dans Drag Race qui avait fait ça, et c'était hilarant, et j'aimais pas trop cette queen de base dans l'émission,
Mais ça, c'était vraiment génial parce qu'elle avait une perruque un peu avec des cheveux filasses, tu vois, qui ressemblent à rien. Et il y a souvent un enjeu dans les émissions de Drag Race où elles vont révéler que sous leur perruque ou sous leur tenue, il y avait une autre perruque ou une autre tenue qui est encore mieux. Et là, en fait, elle avait enlevé sa perruque et c'était la même perruque en dessous. Et donc, c'était très drôle parce que c'était un commentaire méta sur le fait qu'on s'attend toujours à ce que les drag queens aient encore mieux sous leur perruque. Et là, c'est exactement pareil avec Nikita. Donc, en fait, Luc Besson était très précurseur sur par rapport à Drag Race. Ouais. En plus de devenir féminine, elle devient quand même une espionne, malgré tout. Hein. Bonne, on ne sait pas, mais une elle espionne, le devient. Elle le devient. Opérationnelle. Est-ce que dans l'espionnage, il n'y a pas quand même une nécessité de discrétion ? Ah bah si. Parce que dans ce film, juste, ils butent des gens en plein jour. Au milieu des restaurants. Voilà, il n'y a rien qui est discret, c'est exceptionnel. Après, tu peux te dire que c'est pour ça qu'ils ont recruté quelqu'un qui est censé être mort. C'est-à-dire que du point de vue de l'État français, on ne peut pas la poursuivre en justice, quoi. Ouais. Oui, mais par contre, on peut la reconnaître très vite. C'est-à-dire qu'après qu'elle ait tiré 25 000 balles dans un restaurant, je pense que sa photo peut apparaître potentiellement au JT, tu vois. C'est vrai. Donc, avant ces missions très publiques, il y a une sorte de training montage qui est une grosse partie quand même de la première partie du film où on la voit acquérir ses talents. Ses techniques de dessin sur Paint. Exactement. Bah ouais, c'est vrai que t'étais pas convaincue par le programme. Putain, moi je crois qu'elle allait devenir espionne, en fait, si tu donnes des cours de technologie, quoi. Premier cours dans ta vie d'espionne, comment utiliser Paint. C'est absurde. Qu'est-ce qu'ils font dans cette scène, en fait ? Mais elle est vraiment en train de gribouiller un truc sur Paint et à la fin, elle lui dit « Et là, regarde, clique sur ce truc » et son dessin apparaît. Et elle est là « Waouh, encore !» Et tu t'es dit « Mais à quel moment dans sa vie d'espionne, ça va lui servir, tu vois ?» Mais non, mais c'est 1990. La plupart des gens, ils avaient jamais touché un ordinateur de leur vie, en fait. Oui, mais apprends le traitement de texte à la rigueur, tu vois. Oui, bon, bah, peut-être qu'elle aura des plans à dessiner ou des choses comme ça. Mais parce que nous, c'était pareil. Enfin, je sais pas toi, mais comme on est né à ce moment-là. Tu es sortie en 90. Voilà, je suis sortie en 1990. Et donc, mes cours de techno, qui étaient en 2000-2001, en 6e, bah, c'était... le traitement de texte. Voilà, c'était le traitement de texte et c'était la touche cancel et escape et les trucs comme ça, enfin, échappe. Mais ça me fait penser à la scène dans Buffy où il y a Cordelia qui dit qu'est-ce que ça veut dire D-E-L. Ouais, et elle dit deliver. Ouais, deliver alors que ça veut dire delete. Ouais. C'est Willow qui se venge comme ça. Enfin bon, bref. Mais c'est fou d'imaginer que on a vécu ça en fait. On a connu un moment où l'idée de taper sur un ordinateur était tellement pas familière pour nous qu'on devait exotique. Prendre des cours, quoi. Oui. C'était le bon vieux temps. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, dans ces séances, bon, il n'y a pas que Paint. Elle apprend, elle fait du taekwondo et des conneries de ce genre. Elle apprend à baffer des mecs. Elle tire à l'arme et tout ça, mais on comprend qu'elle est déjà assez bonne pour tirer. Et il y a une petite musique, un peu ascenseur derrière. Pour moi, c'est plus la musique du lobby dans un spa, tu vois. Oui, c'est un peu ça, oui. Ouais. Parce que c'est un peu flottant. Ouais, c'est vraiment le training montage le plus relaxant du cinéma. C'est un training montage, mais dans un ascenseur. C'est ça. Moi, je m'apprête à me faire masser, là. Anaïs, tu es une très grande fan des training montages. C'est célèbre. Une experte. Une experte. T'en as pensé quoi ? Pas ouf. Bah, disons que c'est pas très dynamique. Non, c'est ça. C'est pas très dynamique. Après, c'est un parti pris et honnêtement, je trouve le choix de la musique est absurde, mais c'est assez intéressant et ça nous a fait marrer. Mais je pense que le problème, c'est qu'un training montage, bah, dedans, il y a du training. C'est-à-dire qu'on voit la progression du personnage qui, au début, est nul et à la fin est bon. Et comme tu le dis toi-même, elle sait déjà tirer à l'arme. Elle sait baffer le prof de taekwondo dès le premier truc. Et bon, elle apprend à dessiner sur Paint. Mais voilà, donc c'est pas un training montage qui est satisfaisant. Alors que ce qu'on aime voir dans un training montage, c'est vraiment la personne qui répète ad nauseam la même tâche jusqu'à ce qu'elle y arrive, comme fameusement l'héroïne dans Kill Bill qui tape sur sa planche de bois jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à la casser après 1 milliard d'essais, ou Reese Witherspoon dans La Revanche d'une blonde qui révise jusqu'à ce qu'elle devienne la meilleure de la classe. Et là, on n'a pas vraiment cette satisfaction-là puisque elle est très bonne dès le début. Et en plus, on voit aussi ce training montage à travers les yeux de son mentor un peu chelou qui la regarde à travers la vitre et qu'il a waouh, elle est vraiment méga bonne. Ouais, je pense que c'est un peu un training montage inversé, c'est-à-dire qu'elle a tous les talents à l'état brut et le principe du montage, c'est de voir comment elle va réussir à devenir quelqu'un qui peut les utiliser de façon qui peut devenir élégante et féminine. Et c'est surtout ça en fait son évolution, c'est que et même ça. Et par contre, on le voit pas, on n'a pas le makeover comme dans Miss Detective. C'est un peu dommage. Oui, non, c'est vrai. En fait, il y a une ellipse temporelle de plusieurs années même où on comprend qu'en fait, ça y est, elle s'est
un peu domestiquée, qu'elle a enlevé les tags qu'il y avait sur le mur de sa chambre et qu'elle a mis des posters de peinture à la place. Elle s'est mise à porter des talons hauts. Voilà, exactement. C'est devenu une femme. Anaïs. Marie. Dans tous ces épisodes, tu nous fais un petit point réalisation. Et là, c'est un film réalisé. C'est vrai. Par Luc Besson, il se trouve. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la réalisation de ce film ? Elle est assez frappante visuellement. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve que c'est assez plaisant comme film visuellement. D'ailleurs, je dois dire que, en fait, dans la première scène, j'étais limite vexée parce que c'est le braquage de la pharmacie. Moi, je trouve que ça fonctionne bien parce qu'en fait, t'as des... Il y a des néons de lumière. Voilà, c'est filmé avec des néons et du coup, la scène est illuminée de façon monochrome par moment. Et moi, je trouve ça assez beau. Il y a une esthétique. Bon, c'est vrai, c'est très, pour le coup, même années 80 à ce moment-là. Mais moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Et toi, t'étais tout de suite genre, par contre, Luc Besson, l'esthétique, trop moche et tout ça. J'étais, waouh, meuf, laisse un peu de chance à ce film. Parce qu'en fait, je trouvais ça très criard et ça reflète pas l'esthétique du reste du film. En tout cas, dans les couleurs très vives comme ça, qui, voilà, on sent un peu l'affiliation avec Wending Refn, par exemple, qui est devenu très célèbre pour faire ça, ou Wong Kar-wai. C'est pas du tout dans le même délire. Mais c'est vrai que pour attaquer le film, à la fois c'est très bien parce que c'est très pop et on comprend tout de suite qu'on n'est pas dans un univers réaliste. Et ça, Luc Besson le fait toujours très bien dans tous ses films. C'est des films qui n'ont aucun ancrage dans la réalité au final. Mais je trouvais ça un petit peu criard. Et toi qui n'aimes pas les couleurs vives, j'étais surprise que ça te plaise. Pour moi, c'est pas criard là. En fait, ce que j'aime pas, c'est les couleurs vives en numérique, quoi. Je pense, alors que là, c'est du film, quoi. Et après, je pense aussi que quand t'as vu le film en entier, tu t'en formalises moins. Alors que moi, comme je découvrais pour la première fois, je me suis dit, si tout le film ressemble à ça, avec des couleurs très vives, genre du rouge, des couleurs primaires en permanence, du vert, ça va m'agacer très vite. Or, c'est pas du tout ça. Les cadres sont toujours très beaux. Il y a quand même toujours cette idée de sortir d'un univers réaliste. Souvent, il y a une espèce de distorsion à l'image, un effet fisheye dans beaucoup de scènes qui crée un truc un petit peu oppressant, un effet un petit peu oppressant. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est surtout que il y a une division permanente au centre de l'écran, quasiment tout le temps. Si vous revoyez le film, on a l'impression que les plans sont toujours séparés en deux, soit par un élément de décor, soit par un personnage qui est planté pile au milieu. Donc c'est comme un split screen naturel. Et il y a notamment un moment où il y a les deux hommes de Nikita qui sont face à face avec une embrasure de porte pile au milieu. Et il y a aussi beaucoup d'effets de miroir dans le film, beaucoup de personnages qu'on voit avec leurs reflets, beaucoup d'éléments de décor qu'on voit avec leurs reflets. Et donc, tout ça, ça contribue très bien à l'idée de dualité qu'on a dans n'importe quel film d'espionnage avec la double identité. Ça fonctionne très bien avec l'idée de mimétisme puisque Nikita reproduit quand même beaucoup ce qu'on lui dit de faire. Et donc, ça marche très bien. Enfin, il y a aussi toute l'idée du mythe de Pygmalion, en fait, où c'est la création de ces hommes et qui vont évidemment tomber amoureux de leur propre création. Et donc, le fait qu'il y ait tout le temps cet effet de miroir, ça marche très, très bien pour renforcer ça et pour donner l'idée que c'est un peu un réceptacle, Nikita, enfin, ou un miroir qui renvoie que ce qu'on lui dit de renvoyer. Tu viens d'en parler, il y a deux hommes dans sa vie. Et c'est un peu tout le problème de ce film. C'est ça. Il y en a même trois, parce qu'il y a aussi le regard du réalisateur, en fait, qui est très présent. Hein. Tu aurais préféré qu'il ne soit pas là, je crois. Moi, je veux qu'elle soit libre. Je veux qu'elle soit sans homme. Malheureusement, ce n'est donc pas le cas. Le premier, c'est Bob. Joué par Tchéky Karyo, qu'on a vu récemment dans La Cité de la Peur. Tout à fait. Déjà, Bob. Ouais, déjà, Bob, c'est compliqué. Bob, elle était murée, la fenêtre. Bob, il s'appelle ? Putain. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on découvre son prénom, en plus, après un bon bout de film. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment à la fin, après ces années d'entraînement, quoi. Il y a toujours, je pense, dans toute la filmographie de Luc Besson, il y a un aspect camp. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments dont on n'arrive jamais trop à savoir s'ils sont intentionnellement marrants ou pas. Et là, ça en fait partie. C'est-à-dire que, déjà, elle... Bob La fenêtre, elle était murée. Enfin, c'est absurde de ouf. Il y a rien qui va. Mais du coup, c'est très marrant. Comme ça se retrouve dans tous ses films à Luc Besson. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui ont souvent qualifié son cinéma de naïf. Ou, enfin, tu sais qu'il y a des moments comme ça. Mais en même temps, je pense que c'est clairement son style et il aime ça. Il aime ce petit décalage-là aussi. Oui, je sais pas s'il a conscience que c'est drôle ou pas. Ouais, je sais pas, ouais.
Tu le décrirais comment, Bob? Honnêtement, il est encore plus sinistre que le Bob de Twin Peaks, je pense. Il est assez beau gosse, honnêtement, l'acteur. Ah bah oui, Checky Cario, il est vraiment... Non, mais c'est vrai, il est pas mal. Je me souviens que moi, quand je regardais le film plus jeune, je le trouvais mignon, quoi. Ouais, et il est en costard et il a un côté, en fait, extrêmement glaçant. C'est-à-dire qu'il parle toujours d'une voix très douce et d'un ton très calme. Et monotone, un peu. Ouais. Et en même temps, il a une intensité assez forte dans la manière dont il regarde Nikita. Et donc, on sent quelque chose d'assez libidineux chez lui, ce qui est très dérangeant puisque c'est un rôle de mentor qui est aussi, en fait, un mec qui veut la serrer. Donc, voilà. Un des clichés de la fiction dont on pourrait se passer au bout de combien de décennies de cinéma. Ouais, d'ailleurs, t'avais vraiment pas envie qu'il se passe un truc entre eux, et malheureusement... En plus, moi, dans mon souvenir, il se passait rien entre eux. Enfin, je pensais justement qu'il était un peu frustré de... Alors, encore une fois, j'ai vu ce film plein de fois, mais vraiment, il y a des choses sur lesquelles je fais clairement un déni. La façon dont je me représentais ce personnage et ce film, c'est qu'il avait une frustration de pas pouvoir être avec elle. Et c'est peut-être un peu le cas aussi, mais en fait, c'est parce qu'il a ce côté un peu menaçant, justement, et mystérieux un peu. Mais du coup, il y a quand même quelque chose entre eux. On le comprend à la toute fin, justement, après l'épisode de Bob, elle était murée à la fenêtre. Parce il lui annonce qu'en fait, elle va partir, et là, à ce moment-là, elle l'embrasse. Ça m'a pas plu. Ils vont se pécho ? Tu vois. J'ai pas envie qu'ils se pécho. Mais non, mais c'est parce que... Oh non, mais pourquoi ? Burke. En fait, c'est extrêmement problématique et c'est évidemment loin d'être le seul film à véhiculer ce cliché-là, mais c'est un cliché qui est très, très, très nocif et dérangeant puisque c'est un personnage qui est à la fois une figure paternelle et une figure romantique. C'est un mentor qui va franchir justement cette barrière qui est limite incestueuse. Et en plus, il est bien plus âgé qu'elle, puisqu'on nous dit qu'elle a 19 ans quand il la rencontre, et lui, ça se voit qu'il a au moins la quarantaine. Ouais, bon, il avait 37 ans, donc oui. Mais oui, c'est clairement un aspect très dérangeant de ce film, je trouve. Surtout qu'il y a un moment où ce rapport limite incestueux est... verbalisé puisqu'il se fait passer pour son oncle et ils sont dans un rapport un petit peu de flirt tous les deux. Ils sont en train de dîner avec le conjoint de Nikita et le conjoint de Nikita dit « Mais vous avez pas des souvenirs d'enfance sur elle puisqu'elle ne dit jamais rien ?» c'est hyper dérangeant. Dites-moi, oncle Bob, vous pouvez pas me raconter un peu quand elle était petite, tout ça? Marco? Non. Je sais pas, moi, quand elle avait 8-10 ans, elle était comment? Elle était très belle à 8 ans. Les cheveux un peu dorés avec une longue natte. Elle avait une petite cousine qui s'appelait Caroline. Elle avait un ruban dans les cheveux. Elle portait des robes blanches tout le temps. Non, en fait, non. Il faut enlever ces moments de ce film. Non, je suis d'accord. Et c'est vraiment très, très gênant. Et ça augure certaines choses qu'il y a dans Léon, quoi. Enfin, Léon, c'est tout le problème. C'est-à-dire que ça sexualise une enfant. Oui, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma, dans beaucoup de films de Woody Allen aussi. Enfin, la figure paternelle de mentor qui est aussi, en fait, un intérêt romantique. Et c'est juste... c'est un fantasme masculin, donc forcément... Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, je me souviens quand même, dans la première partie, j'avais envie qu'il se passe un truc entre eux quand j'étais plus jeune, parce qu'il y avait un côté un petit peu interdit, machin et tout ça. Oui, on te donne envie de les voir se mettre ensemble. Ouais. Il y a une bien scène qui est un peu cruelle pour elle, où en fait, c'est son anniversaire à elle et il l'invite à l'extérieur. C'est la première fois qu'elle sort de la base d'entraînement, on le comprend. Et c'est une scène qui a été tournée au Train Bleu, en fait, à la gare de Lyon, le restaurant, où il l'emmène donc dans un grand restaurant. Il joue le jeu comme quoi ils vont célébrer son anniversaire. Il lui offre un cadeau et en fait, le cadeau, c'est une arme à feu avec laquelle elle doit accomplir sa première mission dans le monde réel, c'est-à-dire tuer des gens. Elle a même pas eu le temps de boire sa coupe de champagne. Exactement. Mais toi, tu voyais les choses du bon côté. Tu trouvais qu'elle s'en sortait plutôt bien. C'est mieux, hein. Bon, je pense qu'elle est un peu deck parce qu'elle voulait manger une petite bavette et avoir un petit date, mais franchement, moi, je préfère avoir tué des gens. Et ouais, t'as été utilisée. Elle veut juste être une femme. Une femme Barbara Gould. Et je veux qu'elle soit une tueuse. Femme Barbara Gould. Enfin, même nos blagues sont des années 90. C'est clair. Ou Barbara Gourde, si vous prenez la version des nuls. Il y a un deuxième personnage masculin dans ce film qui est majeur et qui, pour le coup, est quand même beaucoup moins dérangeant.
Enfin, en tout cas, il t'a beaucoup dérangé, mais il est moins dérangeant. Ouais. Mais en fait, il t'a dérangé juste parce qu'il était chiant, mais pas dérangeant. Il est pas sinistre comme est l'autre, mais il me dérange. Voilà, personnellement. Il s'appelle Marco. Il est joué par Jean-Hugues Anglade. Ça m'a un peu surprise parce que j'avoue que Jean-Hugues Anglade est assez charmant. Il ressemble un petit peu à Diego Luna. Il a un petit air de Diego Luna, ou Diego Luna a un petit air de lui. Oui, c'était un peu un BG de l'époque, quoi. Oui, voilà. Et je pensais que tu allais être sensible à son charme. Et ça avait assez bien commencé par la première scène, en fait, où ils se rencontrent dans un supermarché. Lui, il est caissier. Et elle arrive et en fait, elle a jamais fait les courses de sa vie, donc elle sait pas trop quoi acheter. Et elle remplit son chariot en copiant une femme. Ça, j'aime bien cette scène. Oui, c'est marrant, elle très marrant. est marrante et elle est assez mignonne. On la voit copier une femme qui est en train de faire ses courses et elle achète tous les trucs en x10 pour remplir son frigo. Et elle arrive du coup à la caisse, elle lui déverse tout ça sur sa caisse. Excusez-moi, vous êtes pressé là? Hein? Non. Bah, ça tombe bien parce que j'ai des problèmes avec ma caisse, elle s'ouvre que quand ça l'intéresse et en plus le tapis lui marche plus, vous voyez? Eh ben, j'ai tout mon temps. Bah ça m'arrange. Tenez, amenez votre petit tas là, on va faire le tri. Les raviolis. Ah, des raviolis. Excusez-moi, je suis pas rappelé, ça fait que 2 jours que je suis là. Mais c'est vachement compliqué. Hein. À quelle heure vous finissez votre travail? Bah, 6 heures. Vous voulez pas dîner avec moi? Et la scène est assez charmante. Donc, au début, ça avait l'air de marcher. Oui, parce que lui, il est très amusé et charmé par son personnage, alors que on se dit que quelqu'un pourrait être rebuté, la trouver bizarre. Et donc ça, forcément, c'est aussi un fantasme pour nous. Je pense qu'une fille un petit peu désaxée comme ça peut être entièrement elle-même face à lui et qui va trouver ça charmant et avoir envie de mieux la connaître. Tu le disais tout à l'heure, c'est aussi parce qu'elle ressemble à Anne Parillo que ce personnage peut se permettre ça et être considéré comme charmant, quoi. Et c'est tout le problème que j'ai avec ce personnage sur lequel on va revenir après. Eh ben, ça drague, hein. Oui. Et lui, il est mignon. Ouais. Bah, dis donc. Quoi, c'était plus simple avant, hein. Tu visais d'aller faire les courses. Ça s'est très très vite corsé. Mais vraiment, hein, ça a été en l'espace de quelques minutes. Ok, t'étais mignon 5 minutes, mais on te veut plus maintenant, c'est bon. Oh. Et c'était vraiment que le début. Ça. C'est pour ça qu'il est gentil, mais il est Ouais, mais il me hérisse, quoi. Il me hérisse beaucoup. Je pensais que tu aurais un petit crush sur lui dans mon souvenir. Bah, il était mignon dans la scène de la caisse, mais depuis, il est plus mignon. Mais merde, ça fait 1 quart d'heure que je te parlais à cette putain de porte en bois vénitien. Tu pourrais quand même me répondre, non? Peut-être qu'elle a envie de prendre un bain aussi. Va manger ton jambon, sois tranquille. Bon. Ils vont t'user, hein. C'est pas un métier pour toi, c'est trop dur. Regarde-moi ces petites mains. Faut les protéger, ces petites mains-là. Oh. Non, mais vraiment. Faut pas qu'elles vieillissent. Lui, en fait, il veut être avec un oiseau brisé, quoi. Faut qu'elles arrêtent de travailler avant qu'il soit trop tard. Il va mourir, lui, j'espère. T'espères qu'il va mourir? Ouais. Pourquoi tant de haine envers Marco? Mais pourquoi tu pensais que j'allais avoir un énorme crush sur lui? Parce qu'il ressemble à Jean-Hugues Anglade et que Oui, typiquement physiquement, il est c'est mignon. Voilà, c'est un peu ton type, je dirais. Ah bon? Ouais, je trouve que c'est un peu ton type. Ah ouais. Bah non, mais je reconnais que physiquement, il est mignon, mais c'est pas ça qui me pose problème. C'est vraiment... Moi, j'avais oublié les trucs des petites mains et des trucs comme ça. Le truc, les c'est petites que mains, c'est horrible. oui, je suis d'accord. Après, il y avait des moments où du coup, t'étais vraiment une hateuse à côté. T'étais là, c'est quoi ces scènes de merde? Mais je trouve qu'il y a des moments justement de tendresse et d'échange entre eux qui sont, je trouve, très réalistes et vraiment très mignonnes, où il y a beaucoup de tendresse et d'amour entre eux. Et tu te dis qu'elle a trouvé quelque chose quand même, une sorte de refuge, quoi. Même si je suis d'accord. Putain, Je ne le vois pas du tout comme ça. Mais non, mais moi, le film me touche par certains moments sur leur couple, même si je suis d'accord qu'il a un côté
un peu crispant. Mais honnêtement, les premières fois où j'ai vu ce film, je l'ai pas vu comme ça du tout. C'est-à-dire que je le trouvais mignon et il avait un côté touchant, au contraire, dans à quel point il est dédié à elle et il comprend un peu de quoi il s'agit, parce que c'est une tellement mauvaise espionne que l'homme qui partage sa vie très clairement a compris qu'elle était espionne, quoi. Et je trouvais sa fidélité, sa loyauté, son amour pour elle et sa tendresse envers elle vraiment très touchante. Et je trouve toujours ça assez touchant, surtout quand on sait un peu toute la violence qu'elle a traversée avant, qu'elle trouve ça. Après, je suis pas en désaccord sur le fait que le côté ses petites mains, il faut pas qu'elle travaille ou des choses comme ça, c'est en fait c'est paternaliste, quoi. Donc il y a un côté infantilisant pour elle qui est crispant. Mais je le trouve mignon, quoi. Donc je pensais que tu allais le trouver un peu mignon. Je le trouve déjà un petit peu collant. Moi, il me gonflerait, en fait. Vraiment, elle appelait mon amour toutes les 5 secondes. Ça me hérisse un peu. Et au-delà de ça, je pense que ce qui m'agace beaucoup, c'est que justement, ce qui est très touchant au début, c'est qu'il a l'air d'être totalement charmé par exactement qui elle est, c'est-à-dire une freak, vraiment quelqu'un d'un petit peu bizarre qui sait pas trop comment se comporter et qui est très belle. Et en fait, on comprend assez rapidement qu'il était surtout charmé par le fait qu'elle était très belle, mais que il veut pas cette meuf exactement telle qu'elle est. Pour moi, en fait, c'est une autre facette de la même pièce que le personnage de Tchéky Karyo, c'est-à-dire que il veut ce personnage-là du moment qu'il la contrôle quand même un petit peu, c'est-à-dire que elle est mignonne quand elle pète un boulon, mais il faudrait quand même que ce soit dans un cadre qui soit contrôlé et compréhensible par lui. Et donc, on sent que il est frustré, en fait, par elle et la manière dont elle est au quotidien. Je suis pas totalement d'accord, en fait. C'est-à-dire que quand tu dis « il veut un oiseau brisé », pour moi, ça touche vraiment au cœur du problème dans leur relation et dans ce personnage. C'est-à-dire qu'il veut la protéger, quoi. Il veut s'occuper d'elle et il aime l'importance qu'il a pour elle parce que c'est un oiseau brisé. Et c'est un peu un cliché masculin, justement, ça. Ouais, je le trouve très paternaliste dans sa manière de s'adresser à elle, et donc exactement comme l'autre. Oui, c'est hyper infantilisant, ça, je suis d'accord. C'est ça. Et il lui parle souvent dans les scènes comme s'il s'adressait à sa fille ou à une adolescente. Quand il lui dit « Oh, mais tu pourrais me répondre quand même, gna 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 », ou il lui dit « Bah dis donc », je sais pas, sa manière de s'exprimer avec elle, je la trouve effectivement assez infantilisante, et on voit qu'il est fou d'elle et qu'il la trouve magnifique. Il y a aussi ce truc de il est tombé amoureux d'elle pour des choses qui ensuite lui posent problème, parce que son côté mystérieux, en fait, on sent que ça l'intrigue énormément au début, mais que ensuite il voudrait qu'elle soit un livre ouvert avec lui. Oui, et ça se comprend, tu vois. Ça se comprend, c'est le cas, enfin psychologiquement, je sais que c'est aussi ce qui se passe plein de fois dans la vie, mais ça m'énerve. Non, mais je peux comprendre, mais pour le coup, ça, je trouve ça assez logique au niveau de sa psyché, quoi. Oui, et puis c'est un truc assez classique dans une œuvre d'espionnage. Oui, justement, quelqu'un qui n'arrive pas à être 100% transparent sur qui il est, sur son identité, alors que dans le couple, on a envie de pouvoir se dévoiler totalement, c'est un très bon outil de tension scénaristique. Mais là, la manière dont c'est fait, c'est vrai qu'on a un peu envie de lui dire laisse-la tranquille. Mais c'est aussi parce qu'elle est tellement jamais seule dans ce film que moi je trouvais ça étouffant à la longue, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps vue à travers ces 3 regards dont tu parlais, y compris celui du réalisateur, et on n'a jamais vraiment le temps de se poser juste seul avec elle et de se demander qu'est-ce qu'elle traverse là en ce moment, tu vois. Il y a toujours un mec pour venir lui dire ce que lui il traverse en la regardant, en vivant avec elle, et c'est un peu pénible. C'est un film qui est divisé en 2 parties, donc d'abord la formation d'espionne, et après, une fois qu'elle part dans le vrai monde et qu'elle a cette histoire avec Marco. Pour moi, il y en a une qui marche mieux que l'autre, c'est clairement la première, même si le training montage n'est pas ultra convaincant, mais c'est quand même plus divertissant. Dans la deuxième, ça commence à devenir un peu chelou et on comprend pas trop où ils veulent en venir, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais pour moi, c'est assez clairement un problème. Il y a un déraillement dans le film, quoi. Pour moi, c'est lié à ce que je disais un peu plus tôt sur le fait que la deuxième moitié est très domestique. Et c'est pas du tout ce à quoi on s'attend quand on la voit sortir de 1 heure d'entraînement à être espionne. C'est beaucoup plus focalisé sur sa vie romantique. Mais en fait, dès le début, il y a un rythme qui est assez lent pour un film d'action ou ce qu'on pourrait attendre d'un film d'action. Et je pense que ça dessert peut-être un petit peu le film, qu'il soit catégorisé comme un film d'action parce que il est au croisement entre ce genre-là, mais c'est aussi juste un film d'arrêt d'essai, en fait.
Et c'est pour ça que quand sur la jaquette américaine, quand il disait c'est le film d'action le plus français depuis bien longtemps, je pense que c'est vraiment ça. Et je pense que c'est aussi ça qui a vachement plu à l'international. C'est qu'il a une fibre artistique, en fait, non seulement dans sa réalisation, mais aussi dans son rythme. En tout cas, le cliché, je pense que plein de gens se font sur le cinéma français, c'est qu'il est lent et contemplatif. Et non, c'est le honnêtement, côté un peu nouvelle vague, quoi. Et là, c'est vrai que, en fait, il y a assez peu de séquences dans ce film. Je pense qu'on pourrait lister de mémoire les différentes séquences qu'il y a, où il y a le training montage, il y a le moment où elle va faire les courses, il y a le moment où elle rencontre le mec du supermarché, mais c'est des moments qui durent très longtemps et ça donne parfois l'impression que ils ont étiré les scènes un petit peu. Enfin, tu vois que ça aurait pu aussi être un film d'1h30. C'est pas très propulsif. Non, il y a un rythme presque méditatif. Ouais, ça. C'est un film d'action contemplatif, quoi. Ouais. Il n'y a pas l'évolution classique qu'on attend dans un film, en fait. C'est-à-dire qu'on croit qu'il va y avoir un objectif qui doit être rempli d'ici la fin du film. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et je pense que là, il y a un contrat, je sais pas, qui est un peu rompu avec le spectateur. Quand elle sort de cette académie-là, on veut la voir devenir espionne. Et c'est pas vraiment ça qui se passe. Encore une fois, pour moi, si c'était mieux exécuté, ce Oui. serait pas un problème. Parce qu'au contraire, ça peut être aussi cool de subvertir les attentes, quoi, autour d'un genre. Bon, c'est vrai qu'en fait, dans cette partie, il y a aussi beaucoup de moments vraiment absurdes, voire confondants. À un moment, il y a une mission qui tourne mal. Ni toi ni moi n'avons trop compris pourquoi. Et en fait, il y a Victor qui est envoyé. Victor qui est en fait joué par Jean Reno, qui est un nettoyeur, qui est là pour régler les problèmes quand ça dérape. Mais alors ça, je comprends pas parce que c'est lui qui salit. Hein. Oui. Enfin, j'ai envie de dire c'est le nettoyeur, mais le gars, il arrive, il bute tout le monde, il met du sang partout. Mais c'est ça, un nettoyeur. Ouais, mais du coup, il faut changer de nom, je pense. En tuant, quoi. Mais encore une fois, il les tue de manière pas très discrète. Pour moi, le nettoyeur, il fait disparaître les problèmes, et lui, il en rajoute. Justement, je pense qu'on n'a pas trop compris le problème, et c'est pour ça qu'on n'a pas compris ce qu'il faisait disparaître. C'est clair. Mais il est joué par Jean Reno, et pour la petite histoire, le rôle de Victor, c'est celui qui va mener à Léon, en fait, puisque Léon est un nettoyeur dans le film. En fait, j'ai jamais trop compris pourquoi il y a un problème. Ouais, moi non plus, j'ai pas compris ce que c'était le problème. Calme-toi, Victor. Calme-toi. Bon, bah, dans une heure. C'est vraiment bizarre. Calme-toi, Victor. Calme-toi, Victor. Ouais, c'est vraiment très étrange. Calme-toi. C'est génial, j'adore. Mais oui, c'est assez marrant. Mais bon, le vrai gros problème de ce film. Et qui reflète un peu tout ce que tu dis aussi sur le point de vue qu'il a en fait sur son héroïne, c'est la fin. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est tellement insultant en fait. Donc après l'énième mission qui tourne mal avec Victor, qui se fait cribler de balles, et ensuite elle lui dit « Oh non, Victor !» C'est très drôle. Elle est un peu dégoûtée, vraiment, elle en peut plus de son métier d'espionne. Elle rentre se coucher avec son mec, Marco donc, et là, Marco lui fait son petit discours sur le fait qu'elle a des petites mains et qu'il faut les protéger et qu'il faut vraiment qu'elle arrête ce métier parce que il faut pas que ses mains vieillissent. Il lui dit littéralement ça. Si on veut être plus généreux avec Marco, il a compris qu'elle était espionne et il pense que ça la tue à petit feu, quoi. Mon pauvre amour, ils vont t'user, c'est pas un métier pour toi. Regarde-moi ces petites mains. Faut les protéger, ces petites mains. Faut pas qu'elles vieillissent. Faut qu'elles arrêtent de travailler avant qu'il soit trop tard. Et toi, tu es émue. Non. Non, je suis pas. Et donc là, je suis émue par la première partie. Les petites mains, ça va plus. Ah ouais, c'est horrible. Et donc là, elle est émue. Et c'est lui qui lui dit « Tu veux partir, c'est ça ?» Et donc là, elle acquiesce. Donc en plus, elle n'est même pas verbale dans cette scène. Il y a que lui qui parle et qui lui indique qu'elle doit arrêter de travailler et qu'il faut qu'elle parte. Puis elle en a envie, hein, c'est ça ? T'es tellement remontée, vas-y. Et donc ensuite, effectivement, elle décide de partir. Enfin, on la voit fumer une clope pendant que lui il dort, et donc on comprend qu'elle va sans doute se barrer. Et ensuite, il y a Tchéky Karyo qui se pointe à l'appartement et ils discutent tous les deux. Les deux hommes se retrouvent encore une fois face à face. Ils parlent d'elle. Tchéky Karyo finit par dire Elle va nous manquer. Hein. Et c'est la fin de ce film qui se termine donc sur les deux hommes qui parlent de Nikita et elle, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas à quel point elle est heureuse ou pas de s'être barrée, qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, quels sont ses projets, est-ce qu'elle va s'inscrire à Pôle emploi, on ne sait rien.
Et je trouve ça mais hallucinant et tellement révélateur que ce film se termine sur les deux hommes qui sont en train de parler d'elle, c'est-à-dire que bah voilà, ça résume tout. C'est vraiment pas un personnage qui vit par elle-même. T'as raison. On pourrait dire que c'est un être de mystère et qu'elle reste un être de mystère, mais en vrai, c'est pas ça. C'est un personnage féminin qui est infantilisé pendant tout le film et qui, là, et à nouveau disparaît carrément de son propre film. C'est peut-être la seule scène dans laquelle elle apparaît pas. Et cette fin ne lui appartient pas du tout, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que c'était pas la fin originale. À l'origine, Luc Besson avait écrit une fin différente où Marco était tué par les services secrets. Et en représailles justement à l'échec de la mission. Et là, Nikita se vengeait, allait tous les flinguer, et après, elle laissait, je crois, Tchéky Karyo, elle laissait Bob en vie, mais elle repartait dans la rue déguisée en punk, en fait, pour ne pas s'afficher. Et c'est une bien meilleure fin, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas gardé cette fin, il a décidé de la changer parce qu'il a voulu, au final, un happy end, mais pour moi, en fait, c'est un happy end, le fait qu'elle parte en punk dans les rues de Paris. Ouais, alors que là, c'est pas du tout un happy end, ce qu'on a vu. Hein. Et c'est marrant parce que justement, dans les archives de l'INA que je regardais, tout le monde était dithyrambique. Il y a juste un vieux mec dedans qui a l'air très sympa et assez brillant, qui dit c'est très lent, et puis la fin, ça se finit en queue de poisson, franchement. Et ce qui est marrant, c'est que le plateau reprend, et il y a Luc Besson qui voit ça, qui explose de rire et qui dit c'est vrai, on peut le dire. Et visiblement, Luc Besson lui-même en a reparlé des années plus tard en disant que bon, cette fin, il n'était pas très heureux de cette fin, quoi. Et pour moi, c'est le plus gros problème du film, parce qu'en plus, si justement il y avait une fin, bon déjà moins naze, parce que déjà elle est naze, mais qui en plus appartenait vraiment à Nikita, ça changerait un peu la vision qu'on peut avoir sur le reste du film et sur la façon dont on la traite dans le reste du film et sur la vision qu'on a d'elle. Et là, comme c'est pas le cas, comme cette fin, elle est complètement dépossédée de cette fin, et ben on la sent dépossédée de tout le film, quoi. Bah ouais, ça entérine tout le ressenti que moi j'avais eu pendant ces 2 heures où là j'étais ah ouais d'accord, ok, donc c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Moi, je pense qu'une meilleure fin, ça aurait été qu'au moment où elle va se coucher avec Marco et qu'il lui dit « il faut protéger tes petites mains », qu'elle lui défonce la gueule avec ses petites mains jusqu'à ce qu'il meure et qu'elle lui dise « enculé avec tes petites mains à la con !» Et voilà. Et là, j'aurais adoré ce film et il aurait été totalement sur la voie de la rédemption à mes yeux. Mais oui, mais le problème, c'est que, comme tu l'as dit à un moment pendant le visionnage, Nikita n'est pas là pour déranger trop, quand même, les hommes. Ouais, c'est quand même un très gros fantasme masculin, quoi. Oui, bah oui. Je voulais signaler une mini guest star qui apparaît à un moment dans le film, on va l'entendre. Tu la reconnais ou pas? C'est Mia Fry. Oui. Trop drôle. Et surtout, à la fin, elle dit « see you later ». Et là, quand tu l'entends parler en anglais, t'es là « ah oui, putain, Mia Fry, c'est vrai qu'elle ne parle pas le French ». Elle est là vraiment pendant même pas 10 secondes et elle joue l'une des membres de l'équipe de choc de la mission menée par Nikita. Il y a un moment extrêmement 90s. C'est un film qui date de 90, mais il y a un moment extrêmement 90s. En tout cas pour nous, parce qu'on a grandi pendant les années 90. Et du coup, il y a des choses qui évoquent l'enfance, même si cette chose existait déjà avant. Mais pour nous, c'est les années 90, on va entendre. La pub pour les pages jaunes. Oh. Les pages jaunes 1989 sont arrivées. Moi aussi, je veux les pages jaunes. Surtout, je veux le catalogue de jouets pour choisir mes cadeaux pour Noël. Ah oui, moi aussi. Oui. J'avais complètement oublié ça, mais c'était tellement trop bien. Mais oui, le papier, c'est génial, le papier, putain. Bon, ça tue beaucoup d'arbres. Oui, mais bon, franchement, les pages jaunes, c'était génial. Et est-ce que tu te souviens aussi, en repensant à ça, j'ai pensé à un truc... Les pages blanches, ouais. Bah déjà, les pages jaunes, on faisait tellement de canulars grâce à ça. Ah bah de ouf. Merci à elle. Et aussi, quand t'avais un crush en école primaire, tu pouvais le trouver dans les pages jaunes. Ah non, souvent, ils étaient sur liste rouge, mais nous, on avait un annuaire de l'école parce que c'était une école privée. Du coup, j'ai fait plein de pranks. Et oui, il y avait aussi un truc où, tu sais, quand t'avais les pubs pour le marchand de journaux, et ils disaient tout le temps le fascicule complémentaire. Et tu sais, c'était un truc où genre, ils vendaient un jouet avec un... Ah oui. Et souvent, c'était des voitures ou un truc comme ça. Et j'en ai jamais eu de ma vie, mais à chaque fois que je voyais la pub, je voulais trop avoir ça. Et voilà, j'ai repensé à ça. Si vous vous souvenez du fascicule complémentaire et de la petite voiture en jouet, écrivez-nous. T'as un MVP ou pas? Bah, Jeanne Moreau, quand même.
Elle est cool et j'aime beaucoup son appartement totalement absurde, qui est très joli avec des paravents. On sait pas ce que ça fout dans une caserne, ouais, voilà. Mais... Ouais, c'est étrange. Tu avais un autre MVP qui n'est pas dans le film, mais s'il y avait été, tu aurais été très heureuse, visiblement. Benoît Magimel, il aurait été trop bien dans le rôle de Chick et Cario. Ou du petit ami d'ailleurs. De toute façon, Benoît Magimel, il est trop bien. Il aurait pu faire tous les rôles. Il aurait même pu faire Nikita, tu vois. Benoît Magimel, c'est mon MVP pour tout. Il est tellement bon. Là, c'est parce qu'on est aussi dans la Magimel-essence en ce moment, où genre, il a vraiment une renaissance dans sa carrière. Il est partout, il est extrêmement bon. Et il est reconnu à la hauteur de son talent, et ça fait plaisir. C'était Ami. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. La semaine prochaine, on revisite le plus grand film des années 90, Titanic. Et ça va être titanesque. Tout à fait. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques 90s en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur notre compte Instagram Ami le podcast. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Bah. Putain, elle est solide cette voiture, hein. Je crois que c'est pas trop comme ça que fonctionnent les murs de manière générale. Il y en a une autre qui s'appelle Cacahuète. Hein? Mais non, c'est parce que ça s'appelle Amande. Ah, je croyais que ça s'appelait Raymonde. Non, Amande. Ou T'es sûre? Armande. Mais elle s'appelle pas Raymonde en tout cas. Bah pourquoi pas? Parce que t'as vu Jeanne Moreau dans ce film, elle s'appelle pas Raymonde. Bah, j'en sais rien. Même si c'était son prénom, ce serait plus son prénom. La femme, Nikita. Est-ce qu'ils ont lancé une gamme de parfums après? Voilà. Si vous aussi, vous voulez ressembler à... Une poque à chien. qui crie enculé toutes les 5 minutes. La fragrance. On dirait moi aux urgences à Venise. Je pleurais autant qu'elle. C'était Monet. Ah oui, Monet a fait ça, mais c'est pas elle que je pensais. Ah, c'était celle qui avait été abandonnée à l'arrêt de bus. Roxy Andrews. Roxy Andrews, voilà. Ah, c'est elle? Ouais, Roxy Andrews avait fait ça. Et c'était vraiment très très drôle. Celle qui avait été abandonnée à l'arrêt de bus. Oui, mais regarde. tu t'en es souvenu mais le truc qui était horrible, c'était le ride qu'on lui avait fait. Non, il n'y avait pas une qui lui avait sorti ça pendant son... Si, un truc comme ça. Ouais. Bref, c'est elle qui avait fait le rap horrible. Sans doute. My name is Roxy Andrews. C'était tellement nul. I'm Roxy Andrews and I'm here to make it clear. I know you love me, baby. That's why you brought me here. Was a bitch on season 5. I'm gonna make it right. Give me a sewing challenge and I'll give you what you like. I'm full of tricks, baby, just like on Halloween.